Eh bien, merci d'être revenu pour cette table ronde. On va faire une petite discussion autour du feu, tous les quatre. Alors, j'ai fait la bise. Chose qu'il ne peut pas faire, j'ai fait la bise avec mes lunettes, alors maintenant, voilà. On a la chance, on est quatre autour de la table, et on a donc Ilan Krebor, que vous avez vu tout à l'heure sur ETP. Nous avons Grégoire Duquesne, c'est ça le nom? Ouais, très bien. De l'agence Mimir. Et puis Clément Mélin de Headflex. Et on va parler tous ensemble, puisque je vous donnerai la parole pour nous poser vos questions, sur l'éthique en formation. Et l'utilisation de l'IA éthique en formation. Et pour savoir de quoi on parle, je vais laisser la parole à mes camarades qui vont nous dire ce qu'on peut faire avec l'IA en formation. Comme ça, on saura de quoi on parle. Je ne sais pas qui veut commencer. Allez, j'y vais. Nous, Headflex, on utilise beaucoup l'IA, donc je vous fais le pitch très rapide d'Headflex. On a plein de contenus de formation, on a créé cette entreprise il y a maintenant 9 ans, et notre idée de départ, c'était d'aller chercher les meilleurs contenus qui existaient sur le web. Des vidéos, des tutos, des articles, des podcasts. Donc le produit a bien évolué, et quand l'IA est arrivée, on s'est posé la question, et d'ailleurs, pour être transparent avec vous, nos fonds d'investissement, puisqu'on a levé des fonds, nous ont posé la question, est-ce que ChatGPT va vous remplacer? Parce que aller sélectionner, aller faire de la curation de contenu en open source, peut-être que ChatGPT ou l'IA pourrait le faire. Et bien évidemment, notre réponse a été non. Et comment on le démontre? Parce qu'aujourd'hui, on a créé des agents. Et c'est une première réponse de ce qu'on peut faire avec l'IA. Des agents, et on a Curator AI, c'est le nom de notre agent, où on l'a alimenté avec des sources de contenu de qualité. On l'a industrialisé, puisqu'aujourd'hui on a 12 industries. Et on a été capable au quotidien de lui dire à cette IA, trouve-nous les nouveaux contenus qui sont diffusés ici et là sur Internet, sur la thématique de l'intelligence artificielle, sur la thématique de l'assurance, sur la bureautique. Et en fait, l'IA nous aide et fait le travail qu'aurait pu faire un humain. Bien évidemment, tout ça à la fin contrôlé par un humain pour pouvoir s'assurer que c'est un bon contenu qu'on va délivrer en termes de formation. Donc c'est un premier exemple d'usage de l'IA, de dire on va configurer, on va alimenter avec les bonnes sources de qualité, on ne va pas laisser un ChatGPT aller chercher ici et là sur Internet des contenus, mais en le cadrant au début et à la fin, on va pouvoir gagner du temps concrètement pour trouver les bons contenus. Voilà un premier exemple. Donc, côté ETP, c'est une démarche un petit peu différente. On a deux grands axes d'utilisation de l'IA au sein de la plateforme LMS LXP. Une première qui touche tout ce qui est tout ce qu'on appelle le rewriting, donc il va permettre essentiellement de vous accompagner, de vous aider à rédiger les fiches formation, à rédiger les descriptifs de thématiques, de compétences, de renseigner différentes métadonnées qui peuvent être nécessaires sur les descriptifs des contenus pédagogiques. Donc ça va se baser sur donc des algos, OpenAI et autres, comme côté Headflex, j'imagine, et avec des règles métiers qui ont été posées de contextualisation, de manière à avoir quelque chose qui est le plus pertinent possible et qui, bien sûr, est uniquement proposé aux responsables de formation, aux formateurs, aux utilisateurs, pour pouvoir les amender, mais donc leur fournir une trame de façon beaucoup plus rapide qu'ils ne pourraient l'avoir habituellement. Et puis le deuxième axe, c'est tout ce qui va être réellement génération de contenu de formation, essentiellement tourné vers l'évaluation. Donc de pouvoir utiliser tous ces descriptifs qui ont été produits, les positionnements sur les différents référentiels, pour que ce soit analysé et que des questionnaires soient pré-générés avec un certain nombre de questions, etc. Donc l'objectif, quoi qu'il en soit, c'est jamais de produire à la place d'eux, mais c'est d'automatiser, d'augmenter la volumétrie qui peut être générée et de faciliter une maintenance au jour le jour et la pérennité des données. Alors nous, pour le coup, chez Mimir, on se cible plus sur les étudiants. L'objectif pour nous, c'est de pouvoir leur proposer une plateforme. Est-ce que tu peux parler un petit peu plus près? Un petit peu plus près? C'est mieux? Ok. Donc d'apprentissage qui sera justement épaulé par l'IA, c'est-à-dire utiliser tout ce qui va être de la science cognitive pour essayer de cibler un peu leur profil
d'apprenants. Et avec ce ciblage, justement, on leur propose du contenu qui soit adapté à leur façon d'apprendre. Ça, c'est un premier axe. On a un deuxième axe qui sera justement tout ce qui sera génération de contenu de révision. Donc justement, avec tout ce qu'on pouvait parler de LLM et compagnie, pour justement tirer profit de leur profil cognitif et apporter une manière d'apprendre, une formulation des questions qui leur conviennent pour pouvoir réviser leurs études. Simplement. Merci. Ce petit récap de ce qu'on peut en partie faire avec l'IA. Alors, si vous comptez bien, on est 4 sur le podium, mais en fait, on a un 5e acteur aujourd'hui dans cette table ronde. Vous verrez au-dessus de nous des petits dessins, et c'est l'agence Cartoon Base qui va essayer d'illustrer ce qu'on dit comme propos. La question que je me suis posée quand on a préparé cette table ronde, c'était de se dire, bon, on a compris que l'utilisation de l'IA en formation, comme vous devez l'exposer, ça peut faire de la recherche, automatiser de contenu, ça peut faire de la génération de quiz, de fiches, de contenu de formation. On a vu ça avec d'autres outils auteurs. Et puis ça peut essayer de faire de la recommandation, de la personnalisation, de l'analyse de comportement pour faire de l'adaptation en temps réel des contenus de formation. Et la question que je me suis posée, c'est donc l'éthique. Mais qu'est-ce que c'est ? Poser la question c'est bien de vouloir être éthique, mais savons-nous de quoi on parle quand on veut être éthique ? Alors, si on cherche ce que c'est que l'éthique, c'est être déontologique, si on cherche des synonymes. C'est être déontologique, c'est être vertueux, c'est être moral. Alors, une fois qu'on a dit ça, on peut être d'accord. On n'a pas envie d'être non vertueux, amoral ou pas déontologique. Mais c'est donc se poser à chaque moment la question de qu'est-ce que fait l'IA ? Qu'est-ce qu'elle est réellement en train de faire ? Quelle est son action, son rayon d'action ? Qu'est-ce qu'elle ne fait pas et qu'elle devrait faire ? C'est-à-dire qu'elle n'est pas complète dans l'action qu'on lui demande. Et puis, quelles sont ses limites ? Bon, et donc, si on se pose ces questions-là, on commence à avoir quelques éléments de réponse sur le côté éthique. Alors en premier, quand on dit être déontologique, vertueux, moral, bon, la morale, il n'y a pas vraiment de code et de règles morales, enfin c'est fini cette époque-là, il y a eu, mais quelques révolutions plus tard, il n'y a plus de code moral. Il y a des règles nationales, il y a des règles internationales, des règles européennes, RGPD, etc. Alors ça, c'est facile d'être éthique, il suffit de lire le code et d'y conformer. Alors, nous, on va débattre plutôt de tout ce qui n'est pas écrit dans un code et une règle qui est facile à suivre. Et j'aimerais en tout premier, avant de faire un petit échange avec vous pour voir si vous êtes d'accord avec ce qu'on dit, qu'est-ce que vous avez fait, vous, comme travail, pour être conforme aux règles de confidentialité, de transparence, de droit d'auteur, etc. Est-ce que ça fait partie de votre approche ? Vous n'êtes pas obligé de dire oui, vous avez le droit de dire non et on le fera prochainement. Mais est-ce que vous vous êtes posé ces questions-là et comment vous avez abordé la réponse à ces questions sur la confidentialité des données ? Est-ce que vous maîtrisez d'où elles viennent et où elles vont ? Ce que vous gardez, ce que vous dites de ça ? Sur les droits d'auteur, j'imagine que toi, Clément, tu te poses la question de savoir les ressources qu'on récupère et qu'on soumet. Est-ce qu'on fait confiance à celui qui publie ou est-ce qu'on vérifie que lui possède bien aussi les droits ? Enfin voilà, quelles questions vous vous êtes posées et comment vous y avez répondu sur ces histoires de respect, de règles, de normes, de droits ? Alors déjà, nous, en interne, on a fait quelque chose d'assez important l'année dernière. C'est que tout le monde utilisait l'IA, et un peu comme dans toutes les entreprises, je pense, utilisait ChatGPT en autonomie et envoyait des documents de l'entreprise, utilisait Mistral, qui est la solution française, faisait la même chose. Et nous, avec notre équipe interne, notre DSI interne, même si on n'est pas une grande structure, on a décidé de faire un benchmark de l'outil qu'on allait choisir pour utiliser l'IA dans notre quotidien. Alors nous, on a choisi la version premium de ChatGPT, que du coup tout le monde connaît, mais qui nous permet, avec un abonnement qui coûte $30 par mois, de pouvoir offrir à chaque salarié un environnement sécurisé. En tout cas, c'est ce que promet ChatGPT. On pourrait se dire, c'est une solution américaine. Est-ce qu'on est sûr de là où part la data ? J'ai pas la réponse. Pour être transparent, en tout cas, je fais confiance à cette solution. Et du coup, en offrant cette solution et en s'assurant que les collaborateurs utilisent bien ça quand ils envoient des données de l'entreprise en termes de confidentialité
pour nos clients, les données qu'on traite, et pour ce qui est en termes de sources qu'on va rechercher, on est sûr qu'on est dans un cadre fermé à Edflex et qu'on n'envoie pas de la data partout sur Internet. Ça, c'est le premier élément sur la confidentialité. Et après avoir fait ça, nous, c'est le deuxième élément, on a monté un IA Challenge avec toutes nos équipes et on a mobilisé nos équipes pour les sensibiliser sur l'IA, mais sur aussi la confidentialité, sur l'éthique autour de ça, en leur disant « Ok, vous êtes par équipe de 5 et vous nous présentez à la direction des projets de comment vous allez utiliser l'IA de manière éthique. » Et on a eu des super cas d'usage. Alors là, on n'a pas le temps de tous les expliquer et je vais vous passer la parole, messieurs, mais on pourra en discuter juste après. En tout cas, c'est les deux grands axes qu'on a déployés, nous, sur les 12 derniers mois. Côté ATP, l'approche est un petit peu différente. C'était plus être en mesure de proposer l'utilisation de l'IA à nos clients pour que eux en fassent quelque chose d'efficace, enfin qui leur permette de gagner du temps, de la performance, de l'efficacité. Donc les gros enjeux éthiques, entre guillemets, c'est la confidentialité des données, c'est savoir qu'est-ce qu'on s'autorise ou pas à faire circuler comme information, même si aucune donnée n'est stockée sur des serveurs qu'on ne maîtrise pas par une entreprise qui aujourd'hui domine le marché, qui sera renversée peut-être demain par DeepSeek chinois qui est arrivé, on ne sait pas trop comment, pourquoi, mais qui sont quand même présents. Donc, premier choix qui a été, c'est de dire qu'on se limite à l'utilisation des prompts, entre guillemets, qui sont retraduits en règles métiers, mais sans attribuer une connaissance de nos clients à cette entreprise que nous, on ne maîtrise pas. Donc ça limite, forcément, c'est-à-dire que ça demande des opérations manuelles supplémentaires, et puis ça veut dire que si on veut s'appuyer sur de la connaissance métier du client, c'est un travail qui est fait au préalable et qui ne passe pas par l'IA, qui reste sur de l'heuristique, de l'analyse classique. Et puis ensuite, on utilise vraiment la génération de texte, pour faire simple, de manière à pouvoir produire des contenus. Donc c'est essentiellement là-dessus que ça s'est posé, et ça se pose d'autant plus sur, on parlait de la génération d'évaluation tout à l'heure, si on veut faire de la génération d'évaluation sur des savoir-faire confidentiels, si on travaille dans le nucléaire, dans la finance, etc., où là, il n'est pas envisageable une seule seconde que des documents confidentiels soient ne serait-ce qu'analysés par des solutions qui ne sont pas maîtrisées, qui sont hébergées par on ne sait pas trop qui, etc. Alors nous, c'est un peu différent vu qu'on est encore en pleine phase de conception, c'est-à-dire qu'on est encore en plein dedans. Donc on est actuellement justement, c'est une démarche qu'on entreprend de faire, mais ce qu'on souhaite, c'est vraiment réunir tous les acteurs qui vont être avec nous, c'est-à-dire les étudiants, les enseignants, les écoles qui justement financent ce service, pour réfléchir ensemble à quelles données on prend, qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on montre, qu'est-ce qu'on cache, où est-ce qu'on va au final. C'est-à-dire, selon l'exemple de, là on parlait de nucléaire, tout ça, les écoles aussi en soi veulent garder pour eux les connaissances qu'elles partagent à leurs étudiants. Elles ne veulent pas que ça se diffuse ailleurs. Donc comment on fait justement pour cadenasser un peu tout ça, et où est-ce qu'on va aller avec ces données? Dernière question que je vous pose, pas dernière question que je vous pose, mais question que je vous pose avant de laisser la parole à la salle qui va certainement nous en poser. Qu'est-ce que vous pourriez faire comme recommandation, vous qui avez intégré l'IA dans vos outils, donc vous l'avez boxé dans tous les sens, vous l'avez étudié, vous l'avez retourné, vous avez regardé les contrats, etc. Donc vous avez certainement donc exploré déjà tous les risques qu'il peut y avoir, les risques éthiques à l'utilisation de l'IA. Quand on n'utilise pas l'IA intégrée dans un produit et où on fait confiance à l'intégrateur sur l'utilisation raisonnée de l'IA, mais qu'on est comme ça et qu'on se dit tiens je vais utiliser Claude, Mistral, ChatGPT, Dali, etc. Quelles recommandations et conseils vous faites pour se dire bon ce que je fais c'est pas mal, enfin je fais de mal à personne, je suis éthique, est-ce que vous avez des conseils à donner pour ça? Je débute, on continue le même tour de table. Moi, chaque fois que je teste une IA, je lui pose des questions sur
le monde de manière générale. Et il y a eu l'exemple de DeepSeek, donc qui est l'IA chinoise qui concurrence ChatGPT, qui est sorti. Je vois des hochements de la tête de personnes qui ont entendu parler de ça. Si vous n'avez pas entendu parler de ça, c'est la nouvelle IA qui concurrence ChatGPT. Et en fait, ça a été une révolution parce que ça pourrait permettre de moins consommer, mais c'est une IA chinoise. Et le deuxième élément, qui est un peu moins positif, c'est que quand on lui pose la question Taïwan, à qui ça appartient? La réponse est ça appartient à la Chine. Donc à partir de ce moment-là, on commence, et moi c'est vraiment ce que je fais à chaque fois que je teste Claude, Mistral, toutes ces IA qui se génèrent, on commence en posant ces questions à se rendre compte de oui, l'IA va être pertinente, va être très neutre ou ne va pas l'être. Alors là, il y a l'exemple de DeepSeek qui est très IA chinoise, donc c'est très clair et on peut douter tout de suite. Il y a des exemples où elle hallucine quand on la challenge beaucoup, cette IA. Donc moi, en tout cas, c'est ma recommandation. C'est pas mal la challenger sur des éléments du quotidien. Et il y a un autre exemple, je terminerai par ça, c'est poser la question à ChatGPT de qui a créé le cheval blanc d'Henri IV, et vous verrez sa réponse. Je vous invite à le faire, vous verrez, c'est très étonnant. Moi, le premier conseil avant d'utiliser l'IA, au-delà de même des querelles qu'il va y avoir et qui seront importantes sur les gens qui apparaissent, et DeepSeek, ce qui est hallucinant, c'est qu'ils ont produit en peu de temps avec des moyens minimes, enfin je crois que c'est 6 millions d'euros, là où OpenAI a dépensé des milliards. Ça consomme 1000 fois moins d'énergie, donc il y a plein d'enjeux qui sont en train d'arriver et ça va encore plus vite que ce qu'on avait imaginé, alors que déjà la déferlante IA générative a été assez violente. Mais le point fondamental, je pense, si on se remet sur l'aspect formation, c'est de ne pas oublier que ça c'est et ça doit rester un outil, que ça d'intelligence, entre guillemets, que le nom pour l'instant, et se cantonner à ça. C'est-à-dire que ça doit nous aider à travailler certainement plus vite, de façon plus efficace, mais avec un regard le plus distancié possible. Et on ne peut pas imaginer une seconde que des contenus de formation soient générés par une IA, soient évalués par une IA, et puis qui va entraîner elle-même d'autres IA pour au final servir à pas grand-chose, quoi. Non, ça me fait un peu réagir aussi là-dessus, sur l'image qu'on pouvait avoir à l'origine, tout ce qui était IA de création d'images. Si on prend Dali, Midjourney, à la sortie, je pense qu'une majorité se disait c'est pas éthique. On a pris les données, on a pris les créations graphiques d'illustrateurs, on les remplace en quelque sorte par des IA. Pourtant maintenant, l'usage c'est un peu généralisé. On le voit même dans des grands médias, par moment des images générées par IA. Et ça fait un peu remettre en question justement cette évolution de nos valeurs et de ce qu'on considère comme éthique au fil du temps. Et je pense aussi ça à réfléchir. En fait, est-ce que dans le futur, je trouverai ça toujours pas éthique, tel IA? Merci, c'est assez important. Il faut savoir que Getty a fait un procès actuellement à Midjourney et lui réclame bien évidemment une somme absolument incroyable parce qu'ils ont la preuve et la trace que leurs IA est venue inspecter leurs images et elle s'en fout des watermarks pour s'entraîner. Et donc effectivement, on pourrait dire du pillage, du vol, si on est du côté de la défense. Mais bon, je pense que les résultats, ça sera des procès qui vont durer très longtemps, mais qui vont apporter des réponses à ces questions qu'on se pose effectivement. Les données d'entraînement, est-ce que c'est gratuit? Est-ce qu'on doit les acheter ou pas? Je vous laisse la parole. Qu'est-ce que vous vous posez comme question sur l'utilisation éthique de l'IA? Ne me dites pas que vous ne vous posez pas de questions. Bonjour, je m'interroge sur la question de l'environnement. Donc on entend beaucoup parler que Google serait plus durable, plus intéressant, moins consommateur en énergie qu'un ChatGPT qui a besoin d'ordinateurs qui sont refroidis, etc., où il y a des centres entiers. Qu'est-ce que vous en dites? Comment vous conseillez les gens? Qui veut répondre à cette question
la durabilité en fait de l'IA, c'est sa consommation énergétique, les ressources qui sont nécessaires à la fois au moment où on l'utilise et puis au moment où on a construit les cartes graphiques par centaines de milliers qui sont dans les data centers. Est-ce que c'est des choses auxquelles vous pensez quand vous dites tiens, je mets un bout d'IA dans mon produit, à chaque fois qu'on appuie sur le bouton, qu'on génère un quiz, je détruis la planète. Là, déjà, le premier point, c'est que c'est une techno qui est jeune. Donc, il y a globalement 1 an et demi en France, peut-être 2 ans et demi en utilisation à l'international, mais guère plus. On va reparler de la solution chinoise, mais enfin, ce qui est impressionnant de ce qui a été annoncé, c'est qu'elle consomme aujourd'hui, pour un équivalent, voire des résultats supérieurs dans certains domaines, 1000 fois moins d'énergie que ce que le fait le leader du marché ou même les solutions open source comme la main 3. Ça, c'est arrivé il y a 10 jours et personne ne s'y attendait. On ne sait pas, je pense réellement, ce qui va se passer dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an. Et sans faire le défenseur de l'industrie franco-française, on n'a pas le droit de ne pas travailler avec parce que il faut rester dans le marché et que c'est utilisé, ça va être utilisé de plus en plus. Alors après, est-ce que personnellement, éthiquement, ça nous touche? Oui, forcément. Mais de la même façon que avoir des cartes vidéo super puissantes qui demandent des métaux rares et des mines en Colombie, c'est pas cool non plus. On est sur les mêmes niveaux de production. C'est difficile aujourd'hui se dire il ne faut pas l'utiliser parce que c'est trop consommateur. Par contre, c'est clair que ce n'est pas pour ça qu'il faut l'utiliser pour lui demander la météo le matin. Alors juste pour faire un commentaire très rapide, moi je suis complètement d'accord avec toi sur le fait que nous on a des équipes en interne qui à un moment sont venues nous voir en nous disant on fait attention avec chaque requête qu'on fait à ChatGPT parce que ça consomme énormément. Et ben moi je suis complètement contre. Alors en effet, on pourrait se dire c'est assez radical comme pensée et autres, mais parce que en fait, si on ne travaille pas avec, d'autres vont travailler avec. Il faut qu'on soit très clair. Et surtout, ça va changer assez rapidement. Et on l'a vu avec DeepSeek, on consomme 1000 fois moins, et peut-être que demain on consommera 10 000 fois moins. C'est juste que c'est très nouveau, c'est très consommateur, mais ça va changer. Et il faut plutôt voir le côté positif de comment ça va nous aider l'IA demain. En soi, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Je pense avant tout, c'est comme beaucoup de choses, c'est des phénomènes de société. Et tant qu'on se l'approprie et que tout le monde se l'approprie, je pense qu'on va dans le bon sens et que ça va évoluer justement. Est-ce que vous avez une question? Oui, je vois une main qui se lève. Merci. Alors, 2 questions très rapides. La première, est-ce qu'il y a une base juridique, est-ce qu'il y a des textes juridiques sur lesquels on peut s'appuyer aujourd'hui en termes de IA? Parce que je sais qu'au début, vous avez dit, on va parler un peu, on va sortir un peu du cadre juridique, mais si on y revient, est-ce que vous avez des textes réglementaires à nous donner? Et puis, deuxièmement, quelles sont les 2-3 bonnes pratiques à utiliser en matière d'IA? Je suis consultant formateur, donc je génère du contenu ou parfois surtout des images, on cherche des images. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup d'appréhension pour utiliser des images, par exemple, qui sont générées par l'IA. Est-ce qu'il faut mettre images générées par IA, ou quelles sont les bonnes pratiques, je dirais, entre l'aspect réglementaire et l'aspect éthique, justement? Merci. Vous avez la réponse? Je vais répondre à la première et je vous laisserai la deuxième, messieurs. Pour la partie cadre juridique, on a l'IA Act, vous avez dû en entendre parler, Commission européenne, qui a promis quelque chose de très bien, qui est que chaque entreprise qui va intégrer l'IA va devoir mettre en place un suivi de la consommation de l'IA. Et j'étais chez EdTech, si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller les voir. Je n'ai pas d'action chez eux, mais je trouve leurs produits super. Justement, pour les consultants formateurs, c'est un outil qui va permettre d'aller synthétiser tout ce qu'on va avoir dans un PDF et le reproduire en termes de formation. Et typiquement, eux, ils ont développé un petit compteur où le consultant formateur va avoir des crédits. Ce n'est pas ce qu'ils vendent, mais c'est
est-ce que le consultant formateur consomme beaucoup l'IA ou est-ce qu'il ne le consomme pas du tout? Et en fait, l'IA Act, c'est un texte juridique qui impose à des acteurs comme ça de pouvoir suivre la consommation de l'intelligence artificielle ou des outils liés à l'intelligence artificielle. C'est recommandé, c'est pas obligatoire. En tout cas, je pense pas qu'aujourd'hui ce soit une obligation, mais en tout cas, c'est quelque chose d'intéressant que fait l'Europe, que ne feront clairement jamais les États-Unis ou la Chine. En tout cas, je pense qu'on soit clair, ça n'arrivera jamais. IA Act. Ouais. Sur les bonnes pratiques par rapport à des générations, j'ai pas trop d'avis là-dessus. Ça fait 20 ans qu'on utilise Photoshop, qu'il y a des modules d'IA intégrés pour retirer des arrière-plans. On les utilise, donc ça dépend de ce qu'on en fait. Le problème, c'est pas l'outil, c'est pas la technologie, c'est l'utilisation qui va en être faite. Sur une formation X de gestion de projet, de RSE, de suivi de handicap ou autre, que votre image soit générée par une IA ou qu'elle ait été prise dans une banque de données, ou elle a peut-être été retravaillée par une IA et vous ne le savez pas, je ne pense pas que les enjeux ils soient terribles. Par contre, après, pour repartir sur la partie IA Act en Europe ou autre, oui, il y a des garde-fous, entre guillemets, qui sont posés. Ils sont malheureusement pas que technologiques, et il y a énormément de politique et de géopolitique qui se mêlent dedans. Et je ne suis pas convaincu que l'IA Act soit beaucoup plus clean que l'équivalent américain, en particulier à cause de la France, qui a autorisé par exemple à utiliser l'analyse du faciès et des sentiments pour savoir si une personne ment ou ne ment pas pendant un interrogatoire. Donc on en arrive à des utilisations qui là peuvent être forcément dangereuses. Encore une fois, c'est l'utilisation qu'on en fera. C'est Paul Virilio qui parlait que sur tout progrès, il y a un côté recto, un côté verso. Le côté verso, il est forcément catastrophique. Et c'est facile d'imaginer la catastrophe avec l'IA. Mais on peut aussi imaginer quelque chose qui est plutôt performant et efficace. Merci messieurs. Quand on bavarde, on ne voit pas le temps passer. Hein. On s'est posé les questions sur notre comportement. Comment utiliser de façon éthique l'IA dans le cadre de la formation qu'on connaît tous les quatre. Ça, c'est parce qu'aujourd'hui, l'IA, elle répond à nos ordres. C'est-à-dire que c'est l'IA générative qui ne fonctionne que quand on lui commande de fonctionner. Je pense qu'il ne va pas falloir attendre très longtemps pour qu'il y ait des agents d'IA qui aient un fonctionnement autonome qui se déclenche sans qu'on lui demande. Et là, la question qu'il faudra se poser, c'est est-ce que l'IA elle-même a un comportement éthique vis-à-vis de nous ? Je vous invite à regarder l'usine à trombone. Et c'est une vraie question à se poser sur savoir si... Et il faut qu'on soit extrêmement vigilant sur le cadre de contraintes qu'on va donner aux IA et aux agents d'IA pour que les IA elles-mêmes aient un comportement éthique. Voilà, merci beaucoup pour votre présence. Merci pour cet échange, messieurs. Merci pour Cartoon Base, pour les jolis petits dessins qui sont là-haut. Et puis je vous souhaite une bonne fin de soirée et un bon salon si vous revenez là demain. Merci à vous.